Bonjour à tous et bienvenue dans le Weeblycast, le podcast qui accompagne votre visionnage de la série classique de Doctor Who. Je suis Nopoman. Je suis l'Aigle. Je suis Dark Jacket. Je suis l'O2. Et ceci est le Weeblycast numéro 2, les effroyables humanoïdes Floconeux. Durant cet épisode, on va revenir sur la seconde histoire de la saison 5 de la série classique de Doctor Who, The Abominable Snowman. Bien évidemment, on va revenir sur plusieurs points de l'intrigue, donc attention aux spoilers. Donc, au programme de ce podcast, ce mois-ci, on va avoir l'habituel petit résumé d'épisode que je vais vous faire dans quelques instants pour vous remettre dans le bain. Dark Jacket vous parlera des acteurs et de l'équipe de production. L'Aigle ensuite nous parlera de l'ennemi de l'épisode, en l'occurrence la grande intelligence, comme vous devez déjà savoir, ainsi que ses sbires. Et on aura droit au fameux petit article cacahuète de Dark Jacket sur des anecdotes de l'épisode. Enfin, l'Aigle nous gratifiera d'informations sur les paramédias liés à cet épisode, ce qui vous permettra de prolonger l'aventure si vous le souhaitez. Et pour finir, nous débattrons sur l'épisode et nous donnons une petite note sur 10. Et pour l'occasion, nous accueillons à nouveau l'O2, qui commence à se sentir chez lui, j'ai bien l'impression. Alors, n'oubliez pas que si vous voulez nous rejoindre, il n'y a aucun souci, vous pouvez nous retrouver sur le chat Discord ou sur le forum, et nous ferons un plaisir de vous accueillir au sein du podcast. Sans plus attendre, partons pour l'Himalaya. Alors, donc dans cet épisode, je vais vous faire un petit résumé vite fait pour vous remettre un peu les idées en place avant qu'on parte sur les détails. Donc, l'épisode commence par, on découvre le professeur Edward Travers, qui est réveillé par un de ses compagnons qui crie. Et donc le professeur Edward Travers s'enfuit dans la montagne, et c'est à ce moment-là que le TARDIS atterrit dans l'Himalaya, au Tibet. Et le docteur nous parle d'une cloche qu'il aurait récupérée lors d'un précédent voyage et qu'il souhaite ramener au monastère de Detsen. Il arrive là-bas, et quand il arrive là-bas, il est accusé du meurtre du compagnon du professeur, puisque le personnage a été tué, et ce professeur cherchait en fait le Yeti. Pendant ce temps-là, Jamie et Victoria sont partis en reconnaissance, trouvent une grotte qui semble appartenir au Yeti, ils trouvent une pyramide de globes en métal et s'enfuient en dérobant l'un d'eux. On fait la connaissance de Tommy, qui est un jeune moine, du chef des gardes qui s'appelle Crimson, de l'abbé Songsten, qui communique avec le maître du monastère, qui s'appelle, attention, Padmasambhava. Je l'ai réussi en une seule fois. On apprend l'existence d'un grand plan, entre guillemets. Il arrive plusieurs mésaventures. Les Yétis attaquent. On découvre que ce sont des robots qui sont alimentés par les fameuses sphères métalliques qui ont été trouvées dans la grotte. On découvre que tout ça fait partie d'un grand plan dirigé par la grande intelligence. L'ensemble du monastère doit être vidé selon les plans de la grande intelligence. Finalement, Victoria découvre, en fouinant un peu où elle ne devrait pas, que tout le monde est manipulé par cette grande intelligence. On a une sorte de combat psychique entre le docteur et Padma. Des noms très compliqués. Contrôlé par... À des souhaits. Oui, exactement. par la grande intelligence. Finalement, ils détruisent tout le matériel, ils sauvent le monde, et tout le monde repart en paix. Et le professeur Travers, arrive à trouver, finalement voit un vrai Yeti qui fait son apparition, et il part complètement fou de cette découverte. Voilà à peu près, je pense que j'ai dit le principal, des choses à ajouter. Non, je pense pas. Dark Jacket, l'O2 C'est bon? Non, ça va. Non, ça m'a l'air correct. Bon. Bah du coup, Dark, si tu as quelques petites choses à nous raconter sur le casting et sur l'équipe de production, nous sommes tout. Et oui, alors j'ai fait des petites recherches sur l'épisode et j'ai découvert plein de choses assez surprenantes sur l'épisode. Donc, tout d'abord, ce que tout le monde sait, le professeur Travers est interprété par Jack Whiteling, qui est le père de Deborah Whiteling, qui joue Victoria. Donc c'est elle qui a suggéré en fait de recruter son père, parce qu'il était en rate d'acteur. Et non mais vraiment, c'était elle expliquait en interview qu'elle était avec un super réalisateur, et qui par contre il était en rate d'acteur pour le rôle du professeur Travers. Elle a dit il y a mon père qui est acteur, vous savez, il a joué dans à peu près une quarantaine de films en 10 ans. C'est aussi un comédien de théâtre assez poussé, voilà. Ils l'ont recruté. Apparemment, ça s'est extrêmement bien passé. Elle racontait par contre que lors de leur première scène tous les deux, ils ont dû la faire 6 ou 7 fois, alors que normalement, à l'époque, c'était 1 ou 2 prises max.
Parce qu'ils n'arrêtaient pas de se marrer. En fait, quand tu vois punaise, ton la pellicule. Ok. c'est ça. Peut-être pour ça qu'ils ont fini par tout supprimer après. Et du coup, ils ont tellement aimé travailler avec lui qu'ils l'ont redemandé de revenir une ou deux fois, je crois. Une fois de manière officielle, une fois de manière officieuse. Ensuite, autre chose. Donc, Ral Pachan est interprété par David Barron. Donc, j'ai fait des recherches sur David Barron, je trouvais rien. Puis j'ai trouvé un petit mot disant voir Harold Pinter. Il s'avère qu'en fait, David Barron était un pseudonyme parce que Harold Pinter était un auteur de pièces, un auteur de cinéma, un réalisateur, un acteur qui a joué dans un nombre de films assez incroyables sur plus de 50 ans, qui est également un prix Nobel, mais qui apparemment assumait pas son boulot dans Doctor Who. Donc il a voulu C'est utiliser génial. un pseudonyme. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il assumait pas le prix Nobel. C'est peut-être ça aussi. Quoi, ça... On a tous Voilà, besoin de donc- manger. Hein. Mais il a, Donc je cherchais... il jouait quel rôle, du coup Ral Pachan, pardon. Ral Pachan, c'est un des deux Ouais, moines, c'est ça. c'est ça, si je me trompe pas. Et C'est donc, assez génial. Un des deux moines un des deux sages en fait, qui sont pas. Cherchez Harold Pinter, vous verrez, il a une super biographie, il a fait plein de choses, c'est assez impressionnant. Et donc, il est prix Nobel ok. de quoi exactement? Alors, Oui. il est prix Nobel de littérature. Ah, ok. Il a aussi la Légion Ok, d'honneur, ça faut le va. savoir. Ça va, Ok. c'est classique. Hein. Il La a, française non, ouais, non, la Légion d'honneur française, il l'a eu en 2007. Ouais. Mais... Ah d'accord. Mais il est ou pas mort encore, en 2008, le 24 décembre 2008, à 78 ans. ce type D'accord. Donc c'est tout juste. Ouais, alors. ouais, Ok. tout juste, non, il est quand même, voilà. Non, mais, voilà, moi j'étais assez impressionné de voir ça. J'étais, ah bon, c'est juste un second rôle, c'est bon, normalement les seconds rôles. Non, non, ok. On a également Norman Jones qui interprétera encore des rôles. Donc deux rôles dans deux épisodes, d'autres histoires après celle-là. Donc recyclage d'acteurs, comme on sait faire dans Doctor Who. Pareil, alors Norman Jones jouait Chris Chang. Ok. On a ensuite, c'est Donc ça, le Ouais, chef tout à des fait. gardes avec sa Charles grande Morgan moustache. qui jouait Songsten va réapparaître lui aussi dans une autre histoire. D'accord. On avait qui d'autre? David Spencer. Ah oui, David Spencer, c'est un peu particulier. David Spencer qui joue Tommy, pardon, Ouais. Tonmi, oui, le était en le fait jeune moine. le compagnon de Victor Prépubère. Pemberton. Victor Pemberton est un des auteurs de Doctor Who. Et il a écrit notamment Free from the Deep. Voilà, et Ok. ils étaient compagnons, ils sont restés ensemble jusqu'à leur mort. C'est assez... ok. Mais attends, du coup, mais il était quand même assez jeune à l'époque, Oui, si je ne oui, m'abuse. oui. Il avait 34, D'accord. il avait... Non, il avait la trentaine, 30, 32, 33... Ah d'accord, parce pour moi il avait, je lui donnais Il 15 fait ans dans super jeune. l'épisode, Non, non, c'est ils pour ont ça que que ça 3 me ans faisait un peu d'écart. peur. Non, non, c'est tout à fait légal. C'était tout à fait légal. Très bien, ça va. Ok. Voilà, donc Victor Pemberton n'a pas travaillé sur cette histoire, mais moi je trouvais ça un peu marrant de voir qu'il y a à la fois le papa de Deborah Watling et le compagnon de Victor Pemberton qui ont été pistonnés dans l'histoire. Oui, c'est vrai, c'est une grande famille tout ça. Mais du coup, on a aucun acteur dans cet épisode, on va dire aucun second rôle qui a déjà joué dans les épisodes A priori, précédents. non. J'ai fait des recherches, mais non. Ah, ok. Mais alors, Euh, quand tu dis Jack Lectwing a été réappelé plus tard de manière officielle, puis une autre fois de manière officieuse, je pense que tu fais référence quand tu dis de manière officieuse à Downtime, non? C'est bien ça? Tout à fait. Voilà, et ben j'allais en parler, donc c'est très bien. Tu peux me faire un pont Voilà. dans le futur, voilà, Tardis, voyage dans le temps. Ouais, d'accord. Mhm. Donc bah, je te laisse, Ok. je te laisse prendre On en la parlera suite plus là, tard. parce que moi j'ai parlé du cast, tout ça, on a commencé à rentrer un peu dans l'histoire en parlant du méchant de l'épisode. Tu vois, c'était une parfaite transition. Mais oui. Bah alors, dossier sur le vilain de l'épisode, bah ça va être une chronique assez courte, hein. Mais déjà, ce qui est intéressant à noter sur l'ennemi en question, c'est qu'il est assez rare dans tout Doctor Who. Dans toute la série en général, par rapport à d'autres, hein, par rapport à des Daleks qui arrêtent pas de faire leurs apparitions quasiment une fois par saison, depuis 10 à 12 ans, ou des Cybermen, et avant d'être réutilisés dans la nouvelle série par Moffat, ils étaient apparus que pour 2 épisodes en série classique. Bon, je dirais pas lequel est le deuxième, et The Abominable Snowman est bien évidemment le premier. Et du coup, ça fait à peine un nombre d'épisodes à 5.
Donc ça fait bon, en gros ça fait un ennemi qui a un nombre d'épisodes assez correct quand même, hein, puisqu'il y en a certains qui sont apparus une fois qu'on n'a jamais revu, ou qui sont apparus à peine 2 ou 3 fois. Donc ça fait quand même un nombre assez correct, mais c'est très espacé dans le temps. Il s'est passé quand même 44 ans avant qu'on les revoie, hein. Donc du coup on a 3 épisodes en saison 7 de la nouvelle série et 2 épisodes dans toute la série classique. Un truc qui me fait bien marrer, est-ce que vous saviez que Neil Gaiman a déclaré au Doctor Who Magazine que son épisode en saison 6, L'âme du Tardis, de Doctor's Wife, qui impliquait comme ennemi The House, la maison, était censé être la grande intelligence. Donc du coup ça aurait fait revenir l'ennemi 2 ans plus tôt, en fait. Ouais, ça aurait pu être pas mal. Bah, cela dit, le problème c'est qu'il... Alors après, je sais pas comment ça aurait été au script de départ, mais c'est censé être dans une sorte univers de parallèle, poche, ouais, un peu. si je ne m'abuse. Ouais, encore un truc, histoire de pouvoir faire ce sans personne. Et du coup, ça... Bon, je sais pas comment ça aurait pu s'intégrer avec le... Mais c'est vrai que le méchant n'est pas extrêmement mémorable. Moi, je me rappelais, tu vois, avant que t'en parles, je me disais, j'aurais pu... Moi, je pense qu'il aurait été mémorable s'ils avaient pas juste été un nom basique, genre The House, bonjour. Ouais. Si ça avait été la grande intelligence, s'il avait eu un impact, s'ils avaient rappelé un peu les pouvoirs de la grande intelligence, on aurait peut-être flippé un peu plus, surtout que ça en dit, The House a d'autres pouvoirs, dans son petit univers de poche, il a ses propres pouvoirs, donc, du coup c'est assez génial, et donc à la fin de Doctor's Wife, comme le docteur retourne dans son univers d'origine, et que The House est là, ah mais je suis dans votre univers, docteur. Et bah donc à la fin de l'épisode de maintenant, The House est détruit, je ne sais plus pourquoi, pour quelle raison exacte, mais très certainement qu'il aurait pu s'échapper et que oh mon dieu, j'ai libéré la grande intelligence dans le monde. Ouais. Ça sachant que pour l'histoire, pardon. Surtout qu'en plus on va en revenir, mais la grande intelligence, bon. En termes d'origine, c'est quand même assez... c'est-à-dire qu'en termes d'origine, tout le monde a la sienne, hein, mais grosso modo, la série a la sienne, a son officiel, hein, on va dire que il y a plein de timelines différentes, il y a plein d'univers parallèles, et celle de la série a la sienne. Mais du coup, si on veut parler un peu évolution, donc là on est en 1967, si je dis pas de bêtises. Donc la grande intelligence en elle-même a assez peu évolué entre tous ces épisodes. C'est surtout une sorte d'entité assez peu descriptible. Mais je pense qu'elle en a pas besoin d'évoluer. Ah non, elle n'a pas besoin Par d'évoluer. essence, elle est... Par essence, elle est très bien comme ça. Mais Oui. voilà, c'est une sorte de voix grave. Voilà, c'est comme ça qu'on c'est une sorte de voix grave. Mais le docteur, il nous donne dans un futur épisode un essai de définition de ce que pourrait être la GI, la grande intelligence. Je vous lis le dialogue. Mais dites-moi, docteur, cette intelligence, qu'est-ce que c'est exactement? J'aurais aimé vous répondre précisément. Peut-être que la meilleure façon de la décrire serait de parler d'une chose informe, difforme, flottant dans l'espace comme une sorte de nuage de brume possédant un esprit et une volonté. Mais que veut-elle? Ah, j'aimerais le savoir. Et Bravo, sérieux, bravo. Là, j'ai pleuré, franchement. T'as déjà pensé à postuler dans Doctor Who? Ça marche. Alors, si je peux me permettre, c'était un peu brumeux comme explication. Mais... Oh. D'accord, ça marche. Et du coup, sa représentation se fait plus ou moins grâce à un corps qu'il possède, un avatar qui va arriver à reprendre à partir d'un ancien corps qu'il a su reproduire, car il a su créer un lien assez fort, tout ça, Doctor Who. Ou alors sinon, la voix grave, voilà, c'est soit une voix grave, soit un corps dont il prend le contrôle, ou un corps qu'il arrive à recréer parce qu'il a été longtemps dans ce corps. Mais voilà, du coup, donc, la grande intelligence en soi n'évolue pas, et comme le disait très bien le 2, il n'en a pas besoin. Ce sont surtout ces sbires qui ont plus changé de forme, mais en fait, c'est pas tellement qu'ils ont changé de forme, c'est plus que ce sont des sbires différents, ils ont changé de nature en fait. Dans ces premiers épisodes, on est face à des Yétis, robots, très puissants, Doctor Who, contrôlés par l'intelligence via des boules. Donc des boules le contrôlent, et donc voilà, il le met dans le robot, et il peut contrôler ces Yétis. Moi j'avais compris que c'était plus une batterie pour moi, donc ça prouve à quel point c'est pas clair cet épisode. Ah non, moi j'avais compris que c'était des sphères intelligentes qui contrôlaient les Yeti robots. On a tous les trois compris une chose différente. Moi je sais pas, j'ai pas trop compris en fait. Moi j'ai juste dit bon c'est Doctor Who, il doit y avoir un lien de causalité entre les moines tibétains, la grande intelligence, le mec qui est immortel et des Yétis.
J'ai juste pas cherché plus, je crois. Non mais j'aime bien parce que tu ne juges pas, tu vois, c'est pas parce qu'il y a causalité qu'il y a forcément corrélation pour toi. Voilà, et j'aime non. bien cet esprit. Ok, j'accepte. Ça arrive en même temps, mais ça veut pas dire que c'est lié, quoi. C'est pour ça que toi. c'est génial comme série quand même. Hein. Du coup, dans la nouvelle série, les sbires qui se seront révélés plus tard comme étant pas vraiment des sbires, plus des avatars de lui-même en fait. Donc, C'est des ce sont- fragments de lui-même, oui. Ouais, voilà, ce sont des fragments de lui-même. Donc ce sont des avatars de glace et de neige formés par cette entité. Ce sont des fragments de lui-même, comme m'a dit l'O2. Car ce que l'épisode révèle, donc attention, spoiler, on l'a dit au début, c'est que cette entité s'est créée lorsque Walter Simeon a commencé à parler à un bonhomme de neige qu'il avait fait, mais c'était pas un bonhomme fait de vraie neige comme nous on a. C'était une neige ou quelque chose qui y ressemble, imprégné d'un champ télépathique faible. Et donc le bonhomme de neige a commencé à refléter ses plus sombres pensées et convictions, puisqu'il a commencé à lui dire tout un tas de trucs un peu mauvais. Et donc voilà, le problème c'est que il a nourri de ses pensées, ses convictions, ce champ télépathique faible pendant des années et des années, et il lui a reflété. Donc ça l'a... Le fait, c'était un cercle vicieux, ils se sont chacun entre-nourris, sauf que lui, ce qu'il savait pas, c'est que c'était pas vraiment quelque chose qu'il pensait qui était en face de lui. Et du coup, lui, se sentant confirmé dans ce qu'il pensait, il a continué à en dire encore plus, encore plus, encore plus, à aller plus loin dans ces genres de convictions, et finalement, ça a nourri ce champ de télépathie qui a commencé à développer une conscience propre. Voilà. Donc, Ok. Ah, c'est Assam. Non, C'est, il essaye de nous enfumer. de tout Docteur Who, est-ce que c'est vraiment ça qui a le moins de sens? Je sais pas, hein. Mais au pire, est-ce qu'on s'en fiche pas un peu? Voilà. Voilà. Bon, le problème, c'est vraiment que ça aurait été nourri par l'esprit, par exemple, un esprit pur, l'esprit du Docteur lorsqu'il était tout jeune, ça aurait pu être une des entités les plus bienveillantes de l'univers, peut-être. Mhm. Oui, bien sûr, il faut pas le nourrir avec les pensées de Capaldi, parce que sinon, il va parler de la guerre et tout, c'est chaud. Du coup, donc des sbires sont des avatars de glace et de neige qui sont en fait des morceaux de lui-même. Donc c'est différent des Yétis qui eux sont purement des sbires. Voilà, ce sont des robots qui ont été créés par ses soins. Après, plus tard dans la série, on a également des sortes d'avatars que j'apprécie puisqu'ils sont justement informes et difformes. Ça peut faire référence à la définition du Docteur. Ils n'ont pas vraiment de forme en soi et ils sont assez humanoïdes en fait. Ils sont assez c'est pas qu'ils sont deux bras deux jambes, mais c'est-à-dire qu'ils sont longs et puis on peut deviner une sorte de tête. Hein. Je pense que c'est lorsqu'ils sont allés parler, lorsqu'ils sont allés rencontrer ces êtres humanoïdes qui étaient le Docteur et ses compagnons. Voilà, ils ont à peu près pris cette forme, et puis bon, c'est la grande intelligence, qui a d'ailleurs repris dans cet épisode-là le corps de Walter Simeon pour s'adresser au Docteur. Donc du coup, voilà, après, ce sont encore une fois des morceaux de lui-même, et ça a pas vraiment de forme en fait, ce sont des sortes d'êtres. Voilà, ça existe. Voilà. Oui, mais on Ça. peut dire de façon plus formelle que c'est surtout dû au fait qu'il fallait engager des êtres humains pour jouer les rôles. Ils sont pas... Ah non vraiment non vraiment Pas du tout. j'adore cette idée. Enfin c'est assez effrayant. Ces trucs qui se ressemblent là et puis qui se rapprochent de toi, genre et puis tu peux pas les détruire puisque il en peut en créer 15 à la minute, le mec il s'en fiche. Enfin voilà. Donc du coup là on vient. Bon, je vous l'avais dit que c'était une chronique assez courte quand même. Enfin c'est ce que j'avais dit, mais là je crois que j'ai pris quand même 10 bonnes Oui. minutes. Pour, Ok, du coup, Dark Jacket, tu nous enchaînes sur les références petites triviales, petites cacahuètes. Oui, j'en ai quelques-unes. Normalement, ce sera court. Normalement. Alors, 10 minutes. d'abord, moi, je trouve que le plus important quand on parle du second Docteur, c'est de parler de ses choix vestimentaires. Non, mais vraiment, c'est ce qui définit le personnage, on est d'accord. D'accord, ok. On s'en fout du reste, c'est les choix vestimentaires. Non, voilà, c'est ça. Et Comme Sex and the City, c'est ça. c'est ça, et lui, voilà, là, bah, justement, Sex and the City, là, c'est pareil, manteau en fourrure. Voilà, boum. Il pose les marques. Donc, ce manteau en fourrure va faire plusieurs retours. Donc, on le reverra dans l'histoire suivante.
On le reverra dans les 5 Docteurs. Et d'ailleurs, le manteau fera aussi un petit caméo dans Name of the Doctor, une des dernières histoires de Matt Smith avant les 50 ans, je crois, et avant sa régénération, où on voit le deuxième Docteur courir dans ce manteau. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Ouais, tout il à faut fait. savoir que ce manteau est revu plusieurs fois dans la penderie du Tardis aussi, donc on peut Ouais. considérer que vraiment ça a été un des vêtements préférés du Docteur. C'est celui, en plus de ses habits traditionnels. Bon, en tout Ça a cas, c'est vraiment été- emblématique. On sait tout de suite que ça Voilà, a ouais. appartenu au second Docteur. Comme Voilà, par exemple, c'est on montre une écharpe, voilà, ça a appartenu au au quatrième. Ça, Docteur. c'est devenu un peu une de ses marques de fabrique. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont représenter le deuxième Docteur avec ce manteau, même si c'est Ouais. complètement hors contexte, même s'il est à la plage, quoi. Non, mais il est dans Name of the Doctor, il est justement à la plage. C'est pour ça que je dis ça. C'est ça qui est génial avec ce mec. Donc, pareil, si on parle du deuxième Docteur, donc d'abord les styles vestimentaires et puis ensuite sa flûte. C'est obligatoire. Oui, Et- bien sûr, tout à fait. À un moment, quand il joue de la flûte, il va jouer Twinkle, Twinkle, Little Star. C'est une petite berceuse, donc qu'on connaît peut-être. Alors, moi, je l'ai appris au Twinkle, Twinkle, Little Star. Mais c'est vrai qu'en français, on l'a aussi. Brille, brille, petite étoile. Et j'ai trouvé que c'était assez marrant que le Docteur, parmi tous les airs qu'il pouvait jouer, joue une berceuse. Ça rappelle beaucoup son côté tonton gâteau, en fait. C'est vrai, Et c'est vrai. qui est un peu le tonton des compagnons et qui est un peu excentrique, mais qui est aussi là beaucoup pour les apaiser, les aider. Donc j'ai bien aimé Voilà. le petit... Série pour enfants, tout ça. C'est ça. C'est vrai qu'on a un peu de mal à voir Capaldi pour revenir à lui qui joue ça. Eh ben, Même sur non ses mais guitares alors électriques. sans trop tergiverser, sans trop de digression sur Capaldi quand même, à la fin de son discours dans le dernier épisode, il s'adresse directement aux enfants quand même. Oui, Oui, bien complètement. Ah, Ouais, donc, oui, enfin, oui, oui, c'est le dialogue, quoi. Non, et les Et, yeux, le regard boum. pour parler de la flûte, attends, pour parler de la flûte, moi la première fois que j'ai vu cet épisode, c'était avec une reconstitution toute pourrie, avec les audios de base, Ouais. et j'étais persuadé que le docteur ne savait pas jouer de la flûte. Et je te jure que toutes les scènes où il sort la flûte, c'est devenu un cauchemar. Parce que j'étais convaincu qu'en fait le docteur jouait mal, tu sais. D'accord. Mais Mais c'est juste la qualité de l'audio qui était Non, mais après on reste dans une tellement mauvaise que... En fait, l'air, je le reconnaissais pas du tout, et quand je l'ai revu avec de meilleures recréations, enfin j'étais là, ah, il joue bien en fait. Après ça reste de la flûte à bec. En Hein. fait, c'est plus agréable. Et pour reparler de Twinkle Twinkle Little Star aussi, bon, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y a pas encore toute ce passif, mais aujourd'hui, elle a été beaucoup utilisée pour plein de manières différentes, et notamment, je la connais très bien, malheureusement, pour avoir été utilisée de manière horrifique dans Oui, certains j'ai trailers vu de ça. jeux vidéo, Ouais, par ouais, exemple ouais. Dead Space 1. Ouais. Voilà, mes cauchemars. J'adore. Oui, donc Sinon, je t'en prie, tu Dark, peux Oui, continuer. nous continuons. Moi, j'ai trouvé alors l'anecdote est assez intéressante parce que aujourd'hui l'épisode tel quel se serait juste fait démonter pour l'utilisation d'acteurs caucasiens pour des rôles pas très caucasiens, donc tibétains. Oui. Moi, quand j'ai regardé l'épisode, j'ai regardé, j'étais là, aujourd'hui ça passerait plus. Ça pique un peu. Non, J'avoue mais- que j'ai pas remarqué. Hein, Non mais Mais- le pire, je pense qu'il faut en parler, c'est que je crois que l'épisode n'est même pas tourné en Inde. Hein. Les gars, c'est inacceptable. Non, alors ça, Non mais je veux dire, c'est Ça des va. mêmes niveaux que de faire passer des gens pour des Tibétains alors qu'ils ne sont pas. Euh, Si tu te plains pour ça, pourquoi tu te plains pas du fait que l'épisode n'est pas tourné en Puis au niveau Inde incohérence, on parle quand même d'une voix grave qui a prétendument 12 000 origines. Ah ouais, non, moi je parlais, Oui, je parlais juste de l'anecdote en fait, du cast. Non, en plus, Oui, le oui, Tibet tout à c'est fait. pas, le Tibet c'est pas en Inde. bah après en. Ah bon? Non, c'est pas. Je c'est sais Non pas- mais c'est pas. ça aurait été encore semble plus que si, politique hein. s'il avait dit le Tibet est pas en Chine, tu vois. Là, je... Pas mal. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des acteurs qui avaient des origines asiatiques. Donc c'est plutôt après du côté de Russie, Mongolie. Donc on n'est pas loin. On n'est pas loin. Mhm. Et Tom Après en Lee, noir et blanc, ça passe mieux. quoi. ouais, Tom Lee était d'origine sri-lankaise. L'acteur. Donc Ah d'accord. concrètement, ça n'a pas été du 100%. Par contre, on voit encore que Doctor Who était en avance, voilà, ou en retard, ça dépend de la temporalité. Hein. Mais quand même, qu'ils étaient Ou pas alors mal aussi. quand même à essayer de caser des acteurs qui avaient une certaine légitimité ethnique à jouer ces rôles. Oui. Même si, voilà, aujourd'hui, ça Ah, passerait pas. disons que parce c'est que juste de la cohérence visuelle en fait. Je sais pas si c'est Ouf, vraiment du retard ou ouf. de l'avance, à mon avis c'est juste de la cohérence visuelle. Oh, tu sais. Si tu regardes Eh, dans non, un mais- épisode avec des blackface et ce genre de choses, c'est là. Bah, mais oui, Ouais. justement, il y a des horreurs comme ça Voilà. qui ont bien existé, et donc du coup voilà, Non, une mais c'est cohérence c'est pour ça que j'ai visuelle, trouvé que c'était intéressant que quand même ils essaient d'avoir un cast qui soit pas uniquement des acteurs blancs. Voilà. Mhm. Autre anecdote, alors là c'est plus trivia, c'est plus c'est que c'est la première apparition de la grande intelligence, Bon, ça, ouais, mais ce n'est pas chronologiquement la première fois que le docteur l'affronte.
puisque l'épisode avec Matt Smith, Abominable Snow, c'était lequel? C'était les Snowmen? The c'est ça Snowman, ouais, The The Snowman. Snowmen, ouais. C'est Où, techniquement, du coup, l'origin story, voilà, que j'ai raconté de avec Walter l'intelligence, ouais, Siméon. tout à fait. C'est pareil, la première apparition des Yeti, et c'est la première apparition du professeur Travers. Tous seront récurrents, comme on l'a annoncé avant. J'ai trouvé aussi intéressant que c'est une des rares fois dans un classique où en fait on peut considérer que, bon alors c'est une histoire qui est complète mais qui est quand même en deux parties. Il y aura une autre histoire après qui sera très très liée à cette histoire-là. Et on pourrait limite regarder, d'ailleurs c'est ce que la BBC a fait, elle projette en général les deux en même temps quand elle projette des classiques, parce que ces histoires sont tellement liées qu'on peut voir ça comme un gros bloc. Mhm. Tu disais que la grande intelligence apparaissait que dans deux histoires dans les classiques, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ces deux histoires. D'accord, Euh, mais le problème, c'est que The Abominable Snowman n'existe plus beaucoup. Oui, Donc, mais ils diffusent quand comment même ils font pour le projeter? Mais ils ont diffusé des reconstitués, je crois. Je sais pas. Ah, Tu sais qu'ils sont assez d'accord. cool là-dessus. Bref. Et ou alors ils ont juste diffusé les épisodes qui étaient encore préservés. C'est pour ça Bah, il y en a aussi. qu'un. Hein. L'épisode, ouais. Non, bah je pensais aussi à l'histoire suivante. Excusez-moi. Oui, D'accord. qui elle en a 5. Ouais. Du Enfin, coup, je ça fait continue. quand même 12 parties diffusées sur la BBC, c'est quand même assez... Ah. ça prend le programme. Hein. Et le dernier petit point anecdote, c'est que on avait déjà réalisé que le docteur avait vécu en dehors de ce qu'on a vu, notamment avec le premier docteur qui parlait de la Révolution française avec Suzanne. Là, c'est quand même la première fois où explicitement le docteur revient, voit quelque chose où il est là, ah ben je les connais ces gens, et où on n'a aucune information dessus. On a juste accepté que le docteur est déjà passé par là, il a effectivement une relique sacrée, donc on voit qu'il a vécu une aventure assez palpitante, puisqu'il a quand même reçu une relique sacrée des moines, mais on n'avait aucun insight, aucune information dessus avant. Et Ouais, et t'as l'air de très mal le prendre, quoi. Qu'est-ce Ah qui se non, passe? non, T'aimes mais pas au l'idée contraire. qu'il ait vécu des aventures sans toi? Alors, c'est vrai que la première fois, je me suis senti trahi. J'ai cherché s'il n'y avait pas un épisode que j'avais manqué, non. Donc je me sentais un peu trahi par le docteur. Comment ose-t-il me tromper comme ça en faisant Voilà. des J'ai aventures failli tout arrêter de seul? regarder Doctor Who. D'ailleurs, Après, j'ai découvert les paramédias et je me suis dit, non, mais en fait, le docteur a juste pas le temps de tout nous montrer. Il préfère ouais, qu'on oui, le lise, carrément. voilà. Et du coup, ben, l'aigle, j'en profite, je vais te laisser du coup continuer sur les paramédias. Je ne sais pas si l'histoire que la première arrivée du docteur je sais plus comment on appelle ça, au temple a monastère été d'Annecy. décrite dans les paramédias, mais il me semble que cette période-là a été riche, non? Alors, pour la grande intelligence, oui, alors, on n'a pas énormément de trucs sur la grande intelligence, mais on en a quand même quelques-uns. Après, est-ce que l'histoire en question sur le monastère, j'ai pas trouvé, en fait. J'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé, allez, une bonne dizaine de choses pour la grande intelligence. Donc du coup, si vous avez envie de continuer sur la grande intelligence ou sur les Yeti, vous avez en comics un seul comics, voilà, un comics Marvel qui date quand même des années 80, donc pour ceux qui savent chercher, ça va pouvoir se trouver. Donc niveau comics, si vous êtes fan de comics, la grande intelligence c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, ou alors vous êtes génial et vous savez trouver Yonder de Yeti, qui pourrait se traduire par là-bas les Yeti. C'est quand même sorti en 80. Voilà. Plus trouvable, on a des audios produits par Big Finish, on en a 2. Est-ce que je dois rappeler ce qu'est Big Finish? Ok. Donc, Comme ça, boum. Non, mais c'était peut-être rhétorique, hein, comme question. donc The Roof of the World, qui a d'ailleurs lui-même son explication sur la grande intelligence, oui, comme la grande intelligence, comme étant une sorte de dieu qui vivait avant le temps lui-même, un peu comme des entités comme le Toymaker par exemple. Vous voyez, The Celestial D'accord. Toymaker, l'épisode avec One. Voilà. Mhm. Donc, c'est le 59e release du main range avec Five. Donc voilà, si vous aimez beaucoup Five ou que vous avez envie au moins d'entendre parler de la grande intelligence, voilà, The Roof of the World. Par contre, ça donne une origin story qui est annulée contredite par la série. Ok. Voilà, on peut estimer que c'est valable dans une autre timeline, dans un autre univers. Sinon, on a Black and White avec Seven, qui lui arrive beaucoup plus tard dans le main range, donc du coup ça date un peu plus de l'époque où Big Finish est un peu plus à l'aise avec ce qu'il faisait, donc du coup ça peut peut-être être plus agréable d'écouter pour ceux qui se lancent dans Big Finish. En roman, on en a bon là quand même on est beaucoup plus servi en roman. On a les Past Doctor Adventures par exemple, The Face of the Enemy,
que je vous conseille si vous aimez les histoires d'univers parallèles, avec un Time Lord membre de la Celestial Intelligence Agency, la CIA de l'espace, qui voit son TARDIS détruit sur Terre et je raconte pas la suite. Voilà. Mais en gros, ça je se suis passe teasé. ça se passe dans un univers parallèle et tout. Il y a la grande intelligence. Enfin voilà, vraiment à regarder, à lire. On a la série sur le brigadier qui est toute récente, elle, donc ça doit se trouver, ça peut peut-être même se trouver sur Kindle Amazon, des trucs comme ça. Legacies de Forgotten Son, Time Squared, qui ont elles-mêmes une autre idée pour l'origine de la grande intelligence, qui serait fruit d'une sorte d'âme immortelle qui pourrait se réincarner et aurait été notamment dans le corps du grand frère du brigadier. Waouh. Excusez du peu. Ensuite, on a les Virgin New and Missing Adventures, donc les livres qui sont sortis dans les années 90 pour pendant la période de bas, la période d'inexistence de la série télé. Vous avez 3 livres, White Darkness, All Consuming Fires et Fire et Millennial Rights. Je prononce très mal, désolé. Et donc, qui elle a encore une autre théorie super intéressante sur l'origine de la grande intelligence. Une théorie intéressante parce qu'elle se base sur une théorie scientifique réelle, en ce qui concerne la jeunesse de notre univers. Donc la théorie scientifique en question, c'est que peut-être que lorsque un univers finit de s'expandre, eh bien il y a un autre univers qui s'expand juste derrière, ça continue comme ça, et c'est infini. Du coup, la théorie serait que la grande intelligence serait une entité de l'univers d'avant celui du Docteur, et qui aurait donc se serait servi d'un univers parallèle comme pont pour pouvoir après aller dans l'univers qui venait tout juste de s'expandre, le tout nouvel univers, qui du coup celui-là est celui du Docteur. Puisque évidemment si votre univers prend fin, vous pouvez pas y survivre. Par contre si vous faites le pont avec un univers parallèle, on va pas parler technologie, hein, c'est Doctor Who, on imagine que ça existe, mais voilà, donc du coup si vous faites le pont avec un univers parallèle, théoriquement ça devrait être possible de pouvoir revenir dans, bah oui. Tout de suite, ça a beaucoup dans plus de l'univers sens. d'après. Ah non, mais honnêtement je trouve que c'est une des Bon, plus ok, ça, intéressantes c'est bon. scientifiquement. De toute manière, Pour peu que les- l'univers n'a lui-même pas de oui. sens pour nous, alors bon, on est bien mignons à vouloir en trouver. Et voilà. Il y a de la joie. T'as tout tué. Et juste avant le coup du spectacle aussi, j'aurais pu parler de l'apport de la novélisation Doctor Who and the Abominable Snowman, avec la grande intelligence qui, ni plus ni moins, vient dans notre univers et veut avaler la Terre. Voilà. Ok. Bon, au moins, ça lui donne un but, parce que c'est pas trop ça dans l'épisode. Mais on va y revenir. C'est vrai, c'est vrai. Au moins, la novélisation qui est arrivée en 74, il me semble, a voulu lui donner un but. Voilà. Sinon, voilà. Si vous avez un seul paramédia à retenir dans toute cette histoire, c'est le film Downtime. Oui, il y a eu un film Doctor Who, théoriquement canonisé dans la timeline de la série. Alors, T'en as parlé en plus dans l'épisode 0, si je me rappelle bien. voilà, donc et voilà, du coup maintenant je vais pouvoir en parler un petit peu plus, ouais. Donc, Downtime, c'est sorti en 95, comme son nom l'indique, Downtime, c'est en informatique une période de bas, donc en fait ça fait référence à Doctor Who, qui malheureusement il n'avait plus de série télé à l'époque. Le film le Seigneur du Temps, Doctor Who de TV Movie, elle est arrivée quand même l'année d'après. Et on avait des livres, voilà. Enfin, pour ceux qui n'aimaient pas lire, pour ceux qui préféraient la série télé, voilà, il y avait rien pour Doctor Who. Donc du coup, il y a des fans qui, d'ailleurs aujourd'hui, travaillent un petit peu plus dans le milieu paramédia, et donc il y a des fans qui ont sorti un livre, un film, pardon, excusez-moi, qui, mais alors, ce que disent plutôt les articles, enfin, c'est plutôt défini comme une vidéo, voilà, vidéo releases. Et alors en D'accord. plus c'est comme c'est sorti en cassette surtout. En fait c'est-à-dire que c'est un film mais c'est pas un téléfilm, ça n'a pas été fait pour la télé, c'est-à-dire que c'est directement sorti en cassette. Donc du coup c'est décrit comme Home Video Releases. Voilà, donc c'est sorti en DVD. Voilà, vous pouvez le retrouver en DVD direct récemment. au DVD, quoi, maintenant. Voilà. Ouais, donc oui, voilà, c'est ressorti en DVD récemment. Et alors ce film est assez fabuleux, puisque donc ça c'est sorti en 95, mais ça reprend énormément bien la mythologie Doctor Who. Déjà ça fait revenir la grande intelligence, mais ça fait pas revenir seulement la grande intelligence, ça fait revenir énormément de personnages de la série télé. Bon, je vais vous faire un petit résumé peut-être du film.
avant d'aller trop loin. Donc, quelque temps après que Victoria ait quitté le Tardis avec le docteur... Attends, Victoria s'en va du Tardis? Non. Spoiler, c'est quoi cette Non, histoire? d'accord. Qu'est-ce que tu nous racontes? Alors faut savoir que Victoria est l'une de mes compagnes préférées et que je suis assez toujours pas remis en fait. J'espère Ah oui. j'espère plus d'histoires sur elle, parce qu'elle était très intéressante. Non, mais Il y a Ne beaucoup t'inquiète d'histoires pas, sur elle elle sera- qui sortent chez Big Finish, notamment de nouvelles aventures du second docteur. Voilà. Alors, ce qui peut t'intéresser, c'est les Lost Stories. Ouais. Je vais finir cette parenthèse très vite. Les Lost Stories, en fait, ce sont des épisodes qui auraient dû être faits, mais qui n'ont pas été faits D'accord. à l'époque. Voilà. Et donc, du coup, en fait, ils ont repris les scripts, les idées. Voilà. Donc, du coup, Victoria, oui, va quitter le Tardis, comme absolument tous les compagnons du docteur, malheureusement, mais ça, c'est quelque chose que l'on sait, ce n'est pas un spoil. elle Non. sera toujours dans le cœur. Non, mais Ah oui, t'inquiète ça, pas, elle elle sera sera- toujours dans ton cœur à vivre des aventures. Ça fait mal, ça fait Voilà, très mal. Elle sera toujours dans le cœur. Donc, elle revient au monastère d'Edsen, donc au Tibet, donc ensuite on dit Abominable Snowman, celui qu'on connaît, par un rêve qui lui dit que elle retrouverait son père là-bas. Sauf qu'à la place, elle rencontre la grande intelligence qui la possède, et qui possède toujours l'esprit du professeur Travers, Qui est donc son père, mais Qui- qui n'est pas son père. qui est donc son père, mais qui n'est pas son père. D'accord. Voilà. Et donc après, donc ça c'était une sorte de de petite scène, voilà. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être 15 ans plus tard, alors que Victoria est vice-chancelière de l'université du Nouveau Monde, avec plein de majuscules. Et c'est une institution en fait qui cache la grande intelligence et qui veut prendre le contrôle des gens par l'informatique. Donc encore une fois, le titre Downtime est assez bien trouvé puisque ça fait référence à l'informatique. En plus, on est en 95, donc du coup, ça fait référence à quelque chose d'actualité, quelque chose qui peut faire peur. Donc encore une fois, on se sert tellement bien de la mythologie qu'on se sert aussi de ses aspects cinématographiques. Mais ça reprend un peu le côté informatique contrôle des gens. C'est un peu Ouais. l'épisode Du robot. Ouais. Voilà, donc j'ai oublié avec les robots spoon, là, les robots cuillères. Je crois qu'ils s'appellent comme ça d'ailleurs, les spoon. Mais oui, je crois que c'est décrit comme des cuillères, oui, mais justement pour rire en fait dans l'épisode. D'accord. Et donc du coup, il y a énormément de choses qui se passent. Je vais pas vous spoiler, découvrir cet épisode. Il y a énormément de personnages qui reviennent, et ça par contre je vais vous le lire. On a notamment le brigadier Lethbridge Stewart, Nicholas Courtney, qui revient, Sarah Jane Smith, Elizabeth Sladen, Deborah Whitling évidemment, Jack Whitling qui revient dans son propre rôle. Donc du coup voilà, la fameuse D'accord. apparition non officielle. Et ni plus ni moins que la toute première apparition ever de Kate Lethbridge Stewart. Kate Lethbridge Stewart, je vous le rappelle, c'est celle qui dirige Unit actuellement dans la nouvelle série. Mhm. Mais est-ce que c'est la même actrice? Et non, ce n'est pas la même actrice. Ah. Mais c'est pas grave, Quelle déception. mais c'est pas grave parce qu'elles se ressemblent et ça passe large. D'accord. Ça passe large. Et en plus, mais du coup, en fait, lorsque Moffat a fait revenir ce personnage, voilà, on peut largement imaginer que Downtime, du coup, s'est passé dans cette timeline. Du coup, c'est génial. Voilà. Bon. Mais moi, ce que j'imagine maintenant, c'est la pauvre petite actrice là, qui jouait donc la première Kate, qui doit se dire tiens, je suis quand même passé à côté d'un rôle à la télé, et tout ça parce que Moffat a voulu me recaster, c'est dégueulasse. Alors, je me suis renseigné, mais il me semble qu'elle fait Elle est plus morte. beaucoup de rôles de toute manière. Ah, d'accord. ok. Ah, donc en fait ils ont Voilà, elle a peut-être, peut-être changé de métier. Il disait ça en amateur. Hein, bah, Ouais, enfin, Oui, peut-être. Nicolas Courtney, amateur, hein, voilà, fanboy énervé. non, mais peut-être que les autres acteurs étaient des amateurs. Je voilà. Oui. savais pas que les moustaches faisaient autant d'effets. Aigle. Ah, je pourrais te dire la même chose d'Elizabeth Sladen et de Deborah Whitling ou de Jack Whitling si tu veux. Bref, il y a aussi, pour continuer la petite famille Lethbridge Stewart, on a Gordon Lethbridge Stewart, donc du coup ça veut dire qu'on connaît la fille, le petit-fils, le grand frère, le grand-père récemment, Ouais, c'est un peu une overdose là du brigadier. Bah, du coup, on La connaît femme. tout. Mais c'est génial, on connaît toute la famille. Mais oui, Mhm. du coup, il y a énormément. Enfin, on connaît vraiment. Et puis, alors, c'est pas les seuls. Il y a plein d'autres trucs. Parce que c'est vraiment un des personnages les plus mythiques de Doctor Who. Et donc, du coup, on connaît toute sa famille. C'est génial. Ils s'appellent tous les Stewart.
Voilà. Donc du coup, si je peux vous conseiller un seul truc, un seul paraméga, regardez ce film Downtime, ça dure pas super longtemps. Comme ça, si vous n'êtes pas un fanat de lecture, si vous préférez la série, voilà, c'est audiovisuel, quoi. Vous allez passer un bon moment. Voilà, sinon, vous avez un comics, 2 audios et une demi-douzaine de livres. Voilà. Ok, bah merci bien. Bah maintenant, on va passer sur le débat sur l'épisode. Je propose à notre invité de commencer. L'O2, est-ce que tu te sens de nous parler un peu de cet épisode, des ressentis que tu as eu par rapport à cette histoire? Alors, c'est un épisode que j'ai vu 2 fois et j'ai adoré les 2 fois. Pour moi, c'est une histoire d'aventure et j'adore les histoires d'aventure pures où il se passe vraiment plein de trucs, où on change de monde, on change d'univers. Et c'est une des meilleures réussites de cet épisode, de faire croire au Tibet avec du carton. Mm. Et les acteurs caucasiens? Aussi, mais ça, voilà, c'était la norme. Je veux dire, en noir et blanc, ça passe. Oui. Mais, Oh là 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 là. En noir et blanc, ça passe. Oh là 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 là. En noir et blanc. Non mais voilà, dans une télévision bichromatique, cela fonctionne. Télévision bichromatique des années 60. et, Autre chose? bah écoute, j'ai adoré voir le manteau pour la première fois. Merci. Voilà. Il y a des trucs qui m'ont paru bizarres, mais on en parlera peut-être après. Mais sinon, pour le côté aventure, le côté bataille contre les méchants, ben, pour moi, c'est un solide 10 sur 10, quoi. J'ai adoré. 10 sur 10, ok. Ah ouais. Ah, donc Ah ouais. pour toi, c'est Ok, on l'épisode est parti, parfait. 10 sur 10. Donc Ah pour non, toi, c'est mais- l'épisode parfait. C'est-à-dire qu'avec The Key of Malthus, c'est des épisodes qui sont purement aventure, qui sont purement fun. D'accord. De Key Et of Marinus, tu veux dire? Oui, pardon. Ouais, On d'accord. parle J'ai eu vraiment en un latin bug de aussi. Key of Marinus. C'est un des préférés qui est au pain lieu aussi. Ce sont des histoires d'aventure que j'adore. Et voilà. D'accord. Bah, c'est vrai Ça, que ça, The ça, Key of Marinus c'est pas mal, puisqu'il nous montre plein de paysages à la fois. Enfin bref, c'est pas le sujet. C'est très Et c'est drôle. pour ça que je regarde Doctor Who, tu vois, et tout est cristallisé dans ces 2 histoires Mhm. qui sont D'accord, mes types ok. d'histoires préférées. D'accord. Bah attends, heureusement que tu étais là pour en parler parce que t'as pas raté l'épisode du podcast qui peut te permettre d'exprimer tout ton amour pour cet épisode. On passe à l'aigle. Alors moi j'aime bien cet épisode, et je pensais être le plus gentil avant que l'O2 dise que c'est pour lui l'épisode parfait, et qu'il Ouais. lui donne 10 sur 10. Je lui donne quand même un beau 7 sur 10. D'accord. J'aime beaucoup cette idée, il y a un petit côté, on peut pas sortir, un petit côté huis clos, on peut pas sortir parce qu'il y a les Yétis dehors, chut. C'est la base sous siège, typiquement. Mhm. Là, le design des Yétis, il est trop bien. D'accord. Il est juste trop bien, surtout qu'ils sont vraiment gros, imposants, effrayants, tu sais pas ce qu'ils peuvent te faire, ils peuvent te déchiqueter. Ça n'a pas trop de sens, mais qu'est-ce qu'il y en a dans l'univers? On parle d'un univers dans lequel une partie de lui est peut-être née de rien à la base. Ce qu'on peut comprendre. Et ils Bon. sont super rapides en plus. Oui, non, voilà. Non, vraiment, j'aime bien cet épisode, il est sympa à écouter, plus qu'à regarder, hein, malheureusement. Mais je pense pas que le fait qu'il ait pas trop de sens soit un problème. Surtout qu'en plus, on est peut-être un peu habitué avec Doctor Who. Donc moi je dis Ok. 7 sur 10. Ok. Dark. Alors moi je vais être moins gentil que mes camarades. Non, il faut savoir c'est que de base je suis déjà très partial parce que le docteur et le deuxième docteur est mon préféré, et surtout cette combinaison avec Jamie, Victoria et le docteur est une de mes préférées de l'histoire de Doctor Who. Même D'accord. voilà, donc de base je suis déjà quand même plus gentil que si c'était un autre docteur. Après, moi j'ai moins aimé cette histoire parce que j'ai eu l'impression qu'il se passait pas grand chose en fait. C'est exactement ce que j'aime pas, c'est quand il passe 3 épisodes à résoudre un mystère et 3 autres épisodes à résoudre un autre mystère et c'est tout. Et C'est peut-être le grand défaut de la classique finalement. ouais, mais là c'était très marqué dans celui-là. Puis ça passe après Tomb of Cyberman qui est une de mes histoires préférées de tous les temps aussi, donc c'est très compliqué. Et c'est vrai que j'ai jamais accroché à la grande intelligence Yeti comme ennemi, comme méchant. Même dans la nouvelle série, je sais pas spécialement. C'est peut-être que j'ai regardé vraiment comme ça, ok. Donc le fait que j'aime pas spécialement les méchants, la structure narrative, ça fait que moi je mets plus un 5 sur 10. Sachant quand même que j'ai adoré comme d'habitude les interactions entre Victoria, le docteur et Jamie, qui sont juste magiques. Tu sentais l'alchimie entre les acteurs et l'alchimie. Et pareil, le docteur Trevor, c'est juste awesome. J'ai adoré ce personnage. Il me fait mourir de rire. Il y a des revirements de situation. Ah bon, vous n'êtes pas le tueur de mon ami? Mais qui est le tueur de mon ami alors? Lui, d'accord, c'est vous êtes le tueur. Faisons confiance au docteur. Mais attends, venez, vous voulez... Non, c'est bon. J'adore Trevor. C'est juste une mine d'or ce personnage. Je suis très content de le revoir après.
Et ouais, pour moi 5 sur 10 parce que quand même il y a toutes les qualités de Doctor Who qui est là, donc c'est pas un mauvais épisode, il est pas voilà, mais il y a tout aussi ce que j'aime pas en Doctor Who qui est dans l'épisode. Donc je comprends qu'on l'adore parce que même les Yeti ils sont marrants hein, mais c'est juste que j'ai pas accroché à ce qu'ils donnaient. Ok. Ouais, Donc, donc 5 sur comme 10. la moyenne, c'est bien. Ah, ouais. Ok, bah quant à moi, donc les avis que je vais avoir, ça regroupe un peu tous vos avis. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le design des Yeti, qui est vraiment pas commun. C'est pas vraiment comme ça qu'on s'imagine les Yeti, une espèce de des gros tas poilus en fait. Ouais, mais non, c'est vrai vraiment des trucs c'est vrai énormes. qu'il est cool. Le fait qu'on ait référence à une aventure passée, moi ça m'a beaucoup plu. Le fait qu'on se rende compte qu'en fait il se passe quand même plein de choses off-screen qui sont pas mentionnées. C'était très clair cet épisode-là, c'est assez plaisant. Et puis le fait qu'on parte dans, disons, le lieu où ça se passe, le Tibet, tout ça, c'est un endroit qui est assez dépaysant, qui est à chaque fois, ne serait-ce que dans des BD comme Tintin au Tibet ou d'autres BD comme Cosé a pu faire, on se trouve à chaque fois c'est assez bien réussi, il y a toute une ambiance qui fonctionne bien. Mais malheureusement pour moi cet épisode, déjà il est très complexe. Et je trouve que il a un peu ni queue ni tête. On comprend pas déjà les motivations de la grande intelligence. Jamais c'est clairement expliqué ce qu'il veut faire. On voit qu'à la fin de l'épisode, il utilise les boules pour essayer de faire fondre la montagne. Je n'avais pas du tout compris d'où ça venait cette histoire-là. C'est vrai que ça manquait de motivation. Il c'est fait vraiment- fondre Mais tu la comprends montagne pas. avec ses boules, toi. Mais non, mais tu comprends pas, tout est motivé par le grand plan. Tu vois, c'est la Oui, grande c'est le grand intelligence. plan. D'accord, ok. Mais du coup, en parlant du grand plan, moi, ce qui en termes de narration, quelque chose qui m'a extrêmement perturbé, c'est que il y a beaucoup de couches de vilains. C'est-à-dire qu'au début de l'histoire, on voit qu'il y a un mec qui est contrôlé, donc on se dit, qui contrôle tout. Donc on dit, le méchant, c'est l'abbé Songsten. Et après, on se rend compte, non, en fait, finalement, l'abbé Songsten, il parle à une voix. Donc on dit, ok, finalement, c'est le mec à qui il parle. Et en fait, on se rend compte, non, finalement, le mec, il y a encore une autre couche supérieure, c'est encore la grande intelligence. Et donc, il y a toutes ces couches de méchants, en fait, qui font que tout est très compliqué. C'est Scooby-Doo C'est pour ça Fantomas, qu'il ce adore, truc. Ça ne s'arrête C'était- jamais, on va de surprise en surprise, c'est incroyable. Et du coup aussi, comme pour conclure un peu, ce que disait aussi Dark, c'est que on sort de Tomb of the Cyberman qui était un épisode qui était relativement parfait, et on tombe sur ça. Bon, en plus de ça qui est à reconstituer, ça n'aide pas beaucoup. Donc ce qui fait que ma note finale sera un 6 sur 10, ce qui fait une moyenne de 7. 7 sur 10. J'ai Non, gagné. mais alors, Je plaisante. sachant que je vais peut-être monter à 6 sur 10 après vous avoir écouté. Ah non, Non, non. parce qu'après ça va faire des virgules et tout. Ouais, ça ouais, va non, mais en plus, déjà, j'aime bien te faire chier, mais en plus, c'est parce que quand même, je réalise qu'il y a quand même deux choses qui devraient jouer, c'est que c'est à reconstituer, donc c'est plus compliqué d'accrocher, et les décors, quand même, étaient époustouflants. Donc, j'ai envie de monter à 6 sur 10 pour tromper ta moyenne, mais aussi pour... Ce qui fait une moyenne de 7,25. 7,25. Ok, Voilà. bon, on est à 7,25, donc c'est Merci gravé. Dark Jacket. 7,25. Non, mais, Cet épisode vaut 7,25. juste pour préciser, pour rester cohérent par rapport à ma note, je préfère cet épisode à Tomb of the Suburban, hein, de très loin. Ah oui. Je sais. D'accord. Tu lui aurais donné C'est quelle un note avis. en mode de Cyberman 7. D'accord, ok. T'as le droit d'avoir tort. Oui, mais personne ne te juge à voix haute. Non, mais vous Bon, pouvez en le dire, tout hein. cas, au niveau de la note, je note que c'est quand même moi qui ai le juste prix. Voilà, j'ai 7 sur 10. Donc, Ah c'est non, moi qui bravo. suis Je le veux plus proche. juste que ce soit noté quelque part qu'on n'invite plus jamais l'O2. Ouais, d'accord. Ça, c'est fait. Motion Voilà. acceptée. Quelque chose à ajouter sur l'épisode? Dark. Ok, j'imagine que c'est non. Donc, je voulais juste rappeler à nos chers auditeurs qu'ils peuvent nous retrouver donc sur iTunes, évidemment, sur notre chaîne YouTube, qui est, si je ne m'abuse, Weebly Woobly Team, Voilà. si c'est de ça. Tout simplement. Également sur notre site internet woo63.free.fr. Vous retrouverez différentes options sur la chaîne YouTube, sur les vidéos YouTube telles qu'un chapitrage etc. N'oubliez pas donc de vous abonner à nos différentes chaînes, de mettre des pouces verts, bleus, jaunes, rouges, si vous voulez. Pas rouge, N'hésitez rouge, pas à les pouces communiquer. rouges, les Lui pouces- donne pas d'idée, leur donne pas d'idée à tous. N'oubliez pas de échanger avec nous sur nos podcasts si vous avez des suggestions ou si vous voulez certaines rubriques soient changées, si vous voulez que l'O2 revienne ou pas, en fonction de ses choix. Voilà, merci de nous avoir écoutés. On peut vous faire un grand au revoir global. Au revoir. Global. Voilà. Et en Au revoir. attendant, n'oubliez pas,
There's only us now. What do you mean? I'll explain someday. Sorry. But there's nowhere to go. We'll find somewhere.